Amélie de Montchalin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ministre de la fonction publique et de la transformation. Nous parlerons tout à l'heure pouvoir d'achat des fonctionnaires. Amélie de Montchalin, le virus, le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont infectées par le virus, de nouveaux cas. Le taux d'incidence repart à la hausse. Et sérieusement, depuis quelques jours maintenant, particulièrement chez les 20-30 ans, comme l'été dernier, comme en Catalogne, comme dans d'autres pays d'Europe. Alors, la question est posée, la vaccination obligatoire des soignants est en débat. Vous êtes ministre de la fonction publique. Je rappelle que la fonction publique hospitalière, ce sont les soignants. Amélie de Montchalin, est-ce qu'il faut vacciner obligatoirement tous les soignants en France ? D'abord, effectivement, il faut que nous accélérions la vaccination. Pas parce que c'est pour faire plaisir au gouvernement, pas parce que ce serait l'acte, de certains militants. Moi, j'appelle solennellement aujourd'hui, à votre micro, tous les Français, quel que soit leur âge, et évidemment tous les agents publics, à se faire vacciner. Se faire vacciner, c'est avoir moins de chances d'être contaminé, c'est avoir moins de chances de contaminer les autres, c'est avoir moins de chances d'aller à l'hôpital, et donc c'est réduire ses chances, on doit le dire clairement, de mourir. Parce qu'on a eu énormément de morts dans cette épidémie. Et donc, oui, nous avons aujourd'hui un objectif, c'est que les lieux où l'on se soigne, les hôpitaux, les EHPAD, ne soient pas des lieux où on attrape le virus. Et c'est pour ça qu'avec le Premier ministre, Olivier Véran, on est très clair, il faut qu'on puisse accélérer la vaccination des soignants. Aujourd'hui, dans les EHPAD, il y a certains endroits où il n'y a même pas la moitié des soignants qui sont vaccinés. Si nous n'arrivons pas à le faire par l'incitation, la facilitation, alors il faudra le rendre obligatoire. Après, hier, vous voyez, j'ai réuni les organisations syndicales. Et avec le Premier ministre, j'ai décidé de prendre nos responsabilités. C'est-à-dire de faciliter très concrètement la vaccination pour les agents publics qui, pour l'instant, ne sont pas vaccinés. Parfois, il y a des raisons pratiques, parce que le centre de vaccination est très loin, parce que dans l'organisation de travail, c'est compliqué. Donc, on va faire venir des centres de vaccination au pied des lieux de travail dans certains territoires. Mais on a aussi levé toutes les freins qui peuvent exister, en s'assurant que personne ne perde de salaire, qu'il n'y ait pas de jour de carence, qu'il n'y ait pas, au fond, de freins financiers à s'absenter pour aller se faire vacciner ou aller faire vacciner ses enfants quand on en a des enfants ou quand on a des effets secondaires. Donc moi, ma mobilisation d'aujourd'hui, déjà, c'est de lever tous les freins pratiques, financiers, c'est d'appeler solennellement, je le refais, l'ensemble des Français et l'ensemble des agents publics à se faire vacciner. Et si nous n'arrivons pas pour les soignants, pour qui c'est une obligation professionnelle, alors nous devrons en passer par l'obligation, ce qui est déjà le cas pour d'autres vaccins. Amélie de Montchalin, soyons clairs. Est-ce que vous êtes favorable à la vaccination obligatoire pour tous les agents publics ? Pour tous les agents publics, ce serait, je pense, disproportionné. Parce qu'il y a beaucoup d'agents publics qui ne sont pas dans des situations... Pas d'enseignants, pas de personnel travaillant dans les écoles pour préparer la rentrée prochaine. D'abord, ce que je dis, vous savez, pendant des mois et des mois, les syndicats, les agents publics, de manière légitime, ont demandé aux différents ministres de la protection. Des masques, des mesures barrières. La meilleure protection aujourd'hui qu'on puisse leur accorder, c'est le vaccin. On est d'accord. Aujourd'hui, je prends des dispositions pour qu'il n'y ait aucun frein à se faire vacciner. Êtes-vous favorable, je vous repose la question, à la vaccination obligatoire pour tous les agents publics ? Aujourd'hui, la priorité, c'est les soignants. Et la priorité, c'est que l'ensemble de la population se fasse vacciner. Alors, êtes-vous favorable à la vaccination obligatoire pour les soignants ? Pour les soignants, oui, j'y suis favorable. Si nous n'arrivons pas dans les tout prochains jours à passer le cap de l'immunité nécessaire pour que, je le répète, quand on va dans un hôpital, quand on va dans un EHPAD, on n'attrape pas le virus parce que les uns et les autres ne seraient pas suffisamment vaccinés. Une loi est en discussion. Un projet de loi sera en discussion à l'Assemblée nationale, pas encore, mais prêt. En discussion à l'Assemblée nationale la semaine prochaine ? De toute façon, pour qu'il y ait obligation, il faut qu'il y ait loi. Oui, je sais. Et donc, vous savez que le Premier ministre réunit jeudi l'ensemble des forces politiques, qu'effectivement nous préparons à toutes les éventualités et que, évidemment, si nous devons en passer par une obligation parce que nous ne voyons pas l'accélération se produire, alors il faudra une loi. Donc une loi parce que nous sommes un pays démocratique, Monsieur Bourdin. Oui, une loi est prête. Une loi est en cours d'être écrite pour que, si nous devons l'activer, nous puissions le faire rapidement. Rapidement, ça veut dire quand ? Ça veut dire avant la fin du mois ? Exactement. Avant la fin du mois. C'est pour ça qu'il y a des Donc en consultations. discussion à l'Assemblée nationale la semaine prochaine ou la semaine d'après. C'est pour ça que vous savez, dans la crise, on a toujours été extrêmement réactifs. Si la vaccination est rendue obligatoire pour les soignants, ceux
celles et ceux qui n'accepteront pas d'être vaccinés seront sanctionnés? Vous savez, c'est comme le vaccin pour l'hépatite B. Oui. Aujourd'hui, quand vous êtes soignant, vous devez être vacciné contre l'hépatite B. Oui. Si vous ne l'êtes pas, eh ben, vous ne pouvez pas exercer vos métiers de soignant. Vous pouvez faire d'autres choses. Vous pouvez travailler dans des endroits où vous ne voyez pas de patients. Mais les règles sont connues. Des mutations et des sanctions. Mais les professionnels de la santé connaissent très bien les règles. Oui, il y aura donc des sanctions prévues dans la loi. Il y aura des conséquences. Si votre métier vous oblige de faire quelque chose que vous ne faites pas, alors vous ne faites pas votre métier exactement pareil. C'est tout, c'est assez simple à comprendre. Le but, c'est pas de stigmatiser quiconque. C'est pas de pointer le doigt sur quiconque. Oui. C'est de considérer qu'en France, quand on va dans un hôpital pour se faire soigner, quand on est une personne âgée, quand on est soi-même peut-être avec un système immunitaire défaillant parce qu'on est très âgé, qu'on a pu être soi-même vacciné, mais qu'on reste fragile, vous ne pouvez pas, et nous ne pouvons pas, nous, responsables politiques, faire prendre de risques à des Français parce que ceux et celles qui ont la responsabilité de les soigner ne sont pas assez vaccinés. Je le redis, quand Irène Frachon, ce matin, une personne que beaucoup de Français connaissent, dit avec beaucoup de solennité, beaucoup même de sens pratique. À l'origine, elle a dénoncé le scandale du Mediator. Oui. C'est une femme que des Français écoutent. Pneumologue. J'aimerais qu'on écoute davantage ceux et celles qui ont des messages rationnels, des messages de protection, des messages qui montrent que c'est notre meilleure arme contre ce virus et contre tout ce qui nous a empêchés de vivre normalement depuis 15 à 18 mois. On ne fait pas ça à nouveau pour faire de la politique. On fait ça pour protéger des gens contre une maladie qui, pour eux et pour les autres, peut les conduire, on va peut-être le rappeler, au pire. Bon, Amélie de Montchalin, la vaccination obligatoire pour tous, comme le propose François Bayrou, vous êtes pour ou contre? Moi, je pense qu'on n'en est pas là. Je pense qu'il y a beaucoup de Français, d'ailleurs, si vous regardez, qui veulent se faire vacciner et qui ne le sont pas encore. On a les doses. On a la possibilité de se faire vacciner aujourd'hui, Amélie de Montchalin. C'est pour ça qu'on va bouger les lieux de vaccination sur les lieux de vacances. C'est pour ça qu'on va mettre des lieux de vaccination en bas des lieux de travail. Alors, autre question, le pass sanitaire. Faut-il étendre le pass sanitaire? Pourquoi? Parce que la fracture sociale, une fracture entre les Français, risque de se produire à la rentrée entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne sont pas vaccinés. Est-ce que vous imaginez quelqu'un de vacciné forcé à rester à la maison, confiné, alors que celui qui n'est pas vacciné sera lui aussi confiné à la maison? C'est pour ça que d'abord, si tout le monde est vacciné, la question ne se posera pas. Si tout le monde est vacciné, mais tout le monde ne sera pas vacciné à la rentrée. Non, mais deux, c'est un débat que vous posez en des termes qui sont d'abord des termes démocratiques. C'est des choix qui ne se prennent pas juste de part et d'autre d'un micro. Non, mais d'accord. Ça demande un débat. Ministre de la République. Et donc ministre de la République, c'est un débat que nous voyons bien, que nous devons organiser de manière méthodique. C'est d'ailleurs pour ça, à nouveau, que le Premier ministre... Pourra-t-on imaginer, comme ça se produit ailleurs, dans le monde, pourra-t-on imaginer, je sais pas, des bars, des restaurants, des théâtres, des cinémas interdits à celles et ceux qui ne sont pas vaccinés? C'est une question posée et le Premier ministre l'a posée aux différentes forces politiques. C'est une réflexion qui doit progresser, là, pour le coup, dans le consensus. Vous n'êtes pas contre, là? Mais moi, cette solution. Je ne suis pas contre des choses qui sont perçues comme efficaces et qui font, comme vous l'avez dit, que l'on peut respecter une forme d'unité nationale. Parce que dans cette crise, vous le savez, le pire, c'est la division. Alors, à Nice, un label permettra aux clients des commerces et restaurants de savoir si le personnel est vacciné. C'est une bonne initiative? Là, moi, vous savez, à nouveau, évitons les mesures qui stigmatiseraient. Il ne s'agit pas de stigmatiser. Le but, à nouveau... Il s'agit d'informer, pardon. Si tous les Français... Il s'agit d'informer le client. Beaucoup plus massivement se vaccinent, il n'y aura pas besoin de mettre des étiquettes. Mais pourquoi avoir peur en permanence de fragiliser les Français, d'inquiéter les Français? Pourquoi? Parce que moi j'ai une peur, Monsieur Bourdin. J'ai une peur très franche. Laquelle? C'est que notre pays se divise, c'est que l'unité nationale ne soit pas là. C'est que la relance ne se produise pas. Et donc nous devons utiliser tous les outils pour que dans cette phase de relance, on l'espère sortie de crise, nous fassions bloc. Et donc, vous aurez, en tant que ministre de la République, comme vous dites, eh bien, un engagement. C'est que nous travaillons avec beaucoup de dialogue, beaucoup de débats, beaucoup de dialogue social en ce qui me concerne, pour que nous ne stigmatisions personne, mais que chacun puisse prendre ses responsabilités et comprendre que ce qui lui est proposé, ce n'est pas une injonction liberticide, c'est au contraire une protection pour que la vie culturelle, éducative, sociale puisse reprendre. Et j'y mets beaucoup de conviction parce que on a vécu 15 mois, 18 mois très difficiles. Vous savez, les 5 millions d'agents publics dont je vous parle, des hommes et des femmes qui parfois ont des métiers inconnus, qui ont fait des métiers difficiles. Et en tant que ministre, je suis fière de leur engagement, mais je leur dois,
et je le dis à nouveau solennellement, une protection absolue et une vérité. Une parole de vérité. C'est quand ce que n'a pas tenu Emmanuel Macron lorsqu'il a dit « jamais nous n'imposerons l'obligation vaccinale ». Il l'a dit. Et il a toujours dit. Il a toujours dit que les soignants... En janvier, en décembre. Il a toujours dit que les soignants avaient une responsabilité, pour le coup, qui est différente des autres. Mais il a dit « nous n'imposerons jamais d'obligation vaccinale ». Bien. Écoutez, Amélie, je crois que sur ce sujet, on a toujours pris nos responsabilités. Amélie de Montchalin, Emmanuel Macron, justement, s'exprimera le 14 juillet, avant le 14 juillet, on est bien d'accord. Je ne sais pas quand est-ce que le président décide de parler. Ce que je sais, que nous sommes au travail et que le pire qui pourrait être fait aujourd'hui, à nouveau dans des circonstances très particulières, mais aussi parce que c'est un engagement politique, c'est de considérer que comme on est à 9 mois d'une élection présidentielle, on arrête tout. Et donc moi, en tant que membre du gouvernement, je peux vous dire que ce que le président et le Premier ministre nous demandent, c'est de continuer à travailler à la relance, de continuer à travailler pour le pays, justement, et de considérer que 2022... Avril 2022, c'est la priorité. C'est pas une échelle qui va nous faire tomber. La reprise économique, c'est la priorité, Amélie de Montchalin. Évidemment que c'est une priorité. On est bien d'accord. La gestion de l'après-crise, c'est la priorité. Évidemment. Alors, est-ce que la réforme des retraites, c'est la priorité? Ce qui est une priorité, c'est de considérer, je le redis, que le monde ne va pas s'arrêter en avril 2022. Il y a des sujets qui sont sur la table depuis des années, voire des décennies. Le sujet de la réforme des retraites. Un engagement d'ailleurs que le président a pris en disant « on a devant nous des grands défis d'équité, d'efficacité économique. On doit arrêter de faire payer aux actifs qui travaillent des sommes incroyables de cotisations pour financer des retraites qui en plus sont parfois réduites pour nos aînés. Donc il y a un problème d'efficacité. Ce problème, il existait avant la crise, il existe après la crise. Il serait donc irresponsable de venir vous dire, vous savez, comme c'est pas le moment potentiellement tout de suite, là, demain, de lancer la réforme, faisons comme si le sujet n'existe plus. Est-ce que la réforme sera relancée avant la fin du quinquennat? Ce qui est sûr, c'est que les réflexions... Est-ce qu'il faut? Il faut réfléchir. Est-ce qu'il faut la relancer? Et il faut relancer les questions qui sont comment on travaille plus dans notre pays? Oui. Comment, vous voyez, en tant que ministre de la fonction publique, je parlais du sujet qui nous concerne. Oui. Tout le système de rémunération des fonctionnaires aujourd'hui, sur le sujet à la fois des salaires, on va y revenir j'imagine, mais également sur le sujet des retraites, nécessite qu'on le pose à plat. Est-ce que vous savez que... Donc terminer les régimes... Non, terminer les régimes spéciaux. Mais terminer le fait, par exemple, que quand vous êtes fonctionnaire, parfois la moitié de votre salaire ne cotise pas aux retraites. Est-ce que c'est logique que quand dans un pays on veut valoriser le travail, la moitié parfois du salaire ne cotise pas aux retraites? Terminer les régimes spéciaux. Est-ce que c'est logique que dans la fonction publique, de ce fait, on prend uniquement les 6 derniers mois, considérant que le reste de votre carrière ne compte pas? Ce n'est pas logique. Ça crée des inégalités. Entre le public et le privé. Beaucoup aussi de défiance. Donc nous, on doit poser sur la table un enjeu. C'est que pour réussir la relance, il faut qu'on soit extrêmement mobilisé, qu'au cœur de la relance, il y a le sujet du travail, et qu'au cœur du travail, il y a le sujet des retraites. Tout ça se tient ensemble. Donc, la réforme des retraites sera relancée avant la fin du quinquennat. Ce que je peux vous dire, c'est que d'abord, il serait suicidaire et irresponsable de considérer que ce sujet n'est plus un sujet. Non, mais ça, j'ai compris. Le sujet, c'est pas le quand, c'est le comment, c'est le pourquoi. C'est pas le quand. Vous pensez que les Français ne s'intéressent pas au quand? Mais ce sera un arbitrage que le prendront le président et le Premier ministre. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui... Vous êtes favorable à la relance de... Alors moi, je suis très favorable. Vous voyez, j'ouvre aujourd'hui. Alors que le président tient un sommet social... Mais est-ce que vous êtes favorable? Oui. Est-ce que vous êtes favorable, oui ou non, à la relance de la réforme des retraites avant la présidentielle? Je suis favorable à ce que nous parlions en toute transparence aux Français d'enjeux qui sont très liés à la relance, qui est de savoir comment le travail paye, comment on soutient les actifs, comment les actifs ne sont pas ceux à qui on remet des cotisations et des cotisations pour faire tenir un système qui n'est plus équilibré, comment on travaille sur, par exemple, l'emploi des seniors. Vous savez qu'on a 7% de taux d'emploi de moins des seniors par rapport au reste de la zone euro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un de nos premiers défis. Travailler plus, c'est déjà que... Premier défi, c'est de trouver de la main-d'œuvre. Premier défi, c'est de favoriser et de relancer l'emploi. Mais c'est aussi que ceux qui sont en âge de travailler puissent travailler. Oui. Les jeunes, les seniors. Et en tant que ministre de la fonction publique... Mais ils peuvent, les seniors. Pourquoi ils peuvent cumuler retraite et travail? Oui, ils peuvent aussi, on peut peut-être s'assurer qu'ils ne soient pas au chômage à 50 ans ou à 55 ans. C'est quand même un grand sujet de mobilisation collective. Donc moi, mon engagement, c'est que un système politique qui considérait que parce que nous sommes 10 mois avant la présidentielle, eh bien les sujets qui sont des sujets majeurs devant nous ne sont plus des sujets, ça s'appelle être irresponsable, c'est-à-dire faire du théâtre politicien plutôt que de travailler sur les enjeux du pays. La volonté de relancer la réforme des retraites pour ne pas laisser ce sujet à l'opposition et notamment à Xavier Bertrand, n'est-ce pas une tactique politicienne, purement politicienne? Écoutez, moi ce matin, je réunis toutes les organisations syndicales, tout comme le président réunit tous les dirigeants syndicaux
pour le secteur privé de son côté, pour le secteur public du mien. Pourquoi je vous cette conférence sur les perspectives salariales? Pour le pouvoir d'achat. Parce que je considère qu'il y a beaucoup de sujets où nous devons prendre nos responsabilités, pas par tactique politicienne, pas pour occuper le terrain. Sur la réforme des retraites, tout le monde a des doutes. Dans ce qui me concerne, oui, c'est pas de la tactique politicienne, c'est pas de l'opportunisme, ça s'appelle l'esprit de sérieux. Nous avons aujourd'hui un système de rémunération et des carrières qui est bloqué, qui est illisible, pouvoir d'achat qui des n'est pas fonctionnaires. attractif, Alors parlons-en. qui rend quand même le sujet des retraites, oui, on en a parlé, très oui, compliqué dans la fonction tous publique. Les syndicats sont contre la reprise de la réforme des retraites. Tous les syndicats, je peux vous dire, qui seront à la table aujourd'hui, et je les réunis dans quelques heures, sont très intéressés et très ouverts à ce que, enfin, on pose à plat tous les sujets et que dans les 6 mois qui viennent, on soit capable de faire avancer des sujets qui parfois n'ont jamais été ouverts depuis des décennies. Amélie de Montchalin, le pouvoir d'achat des fonctionnaires, sujet non ouvert depuis des décennies, c'est ce que vous dites. Ben moi j'ai vu, j'ai regardé 5 660 000 agents de la fonction publique. Vous avez rendez-vous donc avec les syndicats tout à l'heure. Le point d'indice n'augmentera pas. Est-ce que le point d'indice augmentera? Il n'augmentera pas parce que ça aurait été une mesure de facilité. Il est gelé depuis plus de 10 ans. On est bien d'accord. Sauf en 2016, exception, où il a augmenté. Est-ce que je peux reprendre pour nos auditeurs le sujet au départ? Alors, attendez. Est-ce que le point d'indice augmentera? Vous dites non. Il n'augmentera pas parce que l'augmenter, ça veut dire, pour ceux qui nous écoutent, augmenter tout le monde, vous voyez, de l'agent administratif jusqu'au directeur du ministère, du même pourcentage. Si j'augmentais le point d'indice d'1%, ceux qui sont en bas de l'échelle, ils gagnent entre 10 et 14 euros de plus par mois l'année prochaine. Et c'est le maximum de ce qui a été fait depuis des quinquennats. En général, en fin de quinquennat, augmenter le point d'indice, c'est une mesure électoraliste. Tout le monde était content, tout le monde avait la même augmentation. Je ne sais pas si les gens étaient si contents que ça. Parce que ça a créé derrière le fait que ceux qui avaient le plus besoin, ceux qui sont dans des métiers dont on ne parle jamais, qui sont des gens oubliés, qui étaient ceux qui étaient en première ligne de la continuité du service public pendant cette crise sanitaire. C'est-à-dire les agents administratifs, les cantonniers, les agents d'accueil, tous ces métiers qui sont ce qu'on appelle les catégories C, dont le salaire est le plus proche du SMIC. Ce sont des gens qui, si vous augmentez de 1% le salaire de tout le monde, pour eux ça fait 10 à 14 euros, et pour les directeurs de ministère, ça fait des centaines d'euros. Alors la décision que je prends ce matin, et que je vais annoncer, c'est qu'au lieu que ça coûte 1% de point d'indice, ça coûte 2 milliards d'euros aux finances publiques. C'est que pour une enveloppe plus petite, mais extrêmement ciblée, je vais être capable d'augmenter de 40 à 100 euros pour les agents de l'État, qui sont le plus près du SMIC, par mois, le pouvoir d'achat. Pourquoi on fait ça? Attendez. 40 à 100 euros, c'est l'annonce que vous faites là. 40 à 100 euros de plus par mois net. Net pour les agents de l'État, selon l'ancienneté, quand on est, comme on dit, en catégorie C, c'est-à-dire quand on est... Catégorie C, c'est la catégorie la plus basse. Exactement. On est bien d'accord. Combien d'agents de l'État sont concernés? Les agents de l'État, il y en a des centaines de milliers. Ça concerne aussi les agents Combien d'agents de l'État sont concernés? 1,2 million d'agents dans les 3 fonctions publiques, parce que ça concerne aussi les agents de la territoriale, fonctions publiques, hospitalière. 40 à 100 euros de plus, on est bien d'accord. Pour l'État, ça fait ces calculs-là. Pour 1 200 000 fonctionnaires, c'est bien cela. C'est cela que ça fait pour l'agent de l'État. Après, on a des différences. Attendez. Mais agent de l'État, agent des 3 fonctions. Tout à fait, 1,2 million d'agents. 1,2 million d'agents de catégorie qui vont toucher 1 200 000 agents qui vont toucher entre 40 et 100 euros de plus par mois. Pourquoi on fait ça, monsieur Bourdin? Non, mais c'est ça. C'est ça que je vous dis. Non, pourquoi on fait ça? Oui. Parce que depuis des années, quand vous faisiez l'augmentation générale, pour les gens qui ont le moins, ça fait très peu d'euros, et pour les gens qui ont déjà beaucoup, ça fait beaucoup d'euros. C'est ce que vous m'avez dit. Donc, derrière, c'est quoi? C'est la lutte contre les inégalités. Dites-moi, les contractuels sont concernés aussi? Bien sûr, les contractuels, on va s'assurer déjà qu'ils sont tous au-dessus du SMIC. On va relever les salaires aussi des contractuels. On va s'assurer que, notamment, on ait plus de promotions, parce qu'il y a aussi beaucoup de ces hommes et ces femmes pour qui les promotions n'arrivent que très peu souvent, voire jamais. On va aussi s'assurer, regardez, qu'à salaire égal, qu'à travail égal, on est salaire égal. Vous avez des gens, ils font le même métier, le même métier. Ils ne sont pas dans le même ministère, ils ne gagnent pas le même argent à la fin du mois. C'est un scandale. Puis les femmes sont moins payées que les hommes. On va lancer un baromètre de l'égalité, comme dans le privé, il y a un index, vous savez, qui permet de comparer très précisément. Moi, mon combat, c'est que depuis 2017, on a une politique salariale cohérente. Il y a des métiers sur lesquels on était en retard. Je pense aux enseignants, aux forces de l'ordre, aux soignants. Il y a aussi des inégalités au sein de la fonction publique sur les bas salaires, sur les hommes et les femmes, sur les inégalités entre Paris et la province. Donc, pour résumer... Et donc moi, je suis la ministre
Oui. qui, de manière extrêmement efficace, utilise chaque euro d'argent public pour combler des inégalités. Donc, pour s'assurer qu'on ne fait pas du saupoudrage, qu'on ne fait pas de l'électoralisme, qu'on ne fait pas de la facilité. Alors c'est sûr que c'est un débat plus difficile à conduire. Rien pour les fonctionnaires catégorie A et B, tout pour les fonctionnaires catégorie C. Et vous allez aussi et juste, prendre en il charge peut y avoir des choses de la complémentaire santé à partir de quand? Et l'autre point, c'est que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas rien pour les A et B, parce que quand on fait la convergence, quand vous êtes dans vous faites le même métier dans deux ministères, que vous soyez A, B ou C, c'est pas normal que vous n'ayez pas le même salaire. Et ça, je le fais pour tout le monde. Bon. Mais il y a une autre inégalité, effectivement, que vous citez. Je pense que les Français ne savent pas que les fonctionnaires payent eux-mêmes tout seuls leur mutuelle santé. Dans le privé, 50% est pris en charge par l'employeur. Dans le public, jusqu'à maintenant, c'était 0. Donc moi, j'ai mené une négociation qui s'est terminée avec un accord majoritaire. Et nous sommes en train de faire que dès le 1er janvier 2022, tous les agents de l'État auront 15 € par mois sur leur feuille de paye pour les aider à payer leur mutuelle. Et ensuite, tous les fonctionnaires des 3 versants, entre 2024 et 2026, auront la prise en charge de 50% de leur mutuelle santé. Moi, je suis une ministre, vous voyez, qui tient des engagements concrets. Politiquement, la fonction publique, quand vous écoutez aujourd'hui ce qu'on dit à droite, qu'est-ce qu'on vous entendez? C'est compliqué, il n'y a qu'à mettre à bas le statut. Ça s'appelle la facilité. Et c'est caricatural. Quand vous écoutez à gauche, on vous dit « Ah, M. Macron ne fait pas assez pour les plus démunis ». Avec ce qu'on fait là, alors que la gauche, elle, a toujours fait des mesures générales de facilité, moi, je cible les actions. Et surtout, nous allons ouvrir, comme je vous l'ai dit, une conférence de dialogue social sur ce système qui commence aujourd'hui, qui se terminera en février. Et tous les sujets de carrière, de mobilité, de promotion, d'avancement, de valorisation aussi des uns et des autres, vu l'engagement qu'ils mettent dans leur travail, nous devons regarder comment c'est valorisé sur les salaires. C'est une conférence qui n'a jamais eu lieu. Parce qu'aujourd'hui, entre les échelons, les grades, les catégories, personne ne s'y retrouve. Et ça a une conséquence, c'est que les jeunes ne viennent plus rejoindre la fonction publique. Or, on a besoin des talents, on a besoin de l'engagement, et on a besoin que ce service public auquel croient les Français, eh bien, les hommes et les femmes qui le font vivre, soient reconnus à la hauteur de leurs investissements, en particulier quand ils sont avec les plus bas salaires, et c'est le combat que je mène. Merci Amélie de Montchalin d'être venue nous voir ce matin sur RMC BFM TV.